Novembre dernier, le ministre de l'Intérieur a demandé que les forces d'intervention rapide, comme celles du GIGN, du RAID ou encore de la BRI, soient réparties pour intervenir au plus vite dans les 20 minutes de distance de n'importe quel point du territoire. Et maintenant, direction le Népal avec cette carte blanche que nous avons confiée à Christine Janin. Christine Janin, c'est cette alpiniste, la première femme française à gravir l'Everest, le toit du monde au Népal. C'était il y a 26 ans. C'est à elle que nous avons pensé pour retourner dans ce pays après le tremblement de terre d'avril dernier. Le bilan est lourd, 8000 victimes, une partie de la ville de Katmandou détruite et des régions entières isolées. Christine Janin a accepté de retourner là-bas, dans ce pays qui compte tant pour les alpinistes du monde entier et pour les Français en particulier. Elle avait continué à tisser des liens pendant toutes ces années. Elle avait aussi rendu hommage à ce pays en appelant son association ici à Chamonix à chacun son Everest. Pour Envoyé spécial, elle est allée aider et raconter son Népal. Regardez cette carte blanche de Christine Janin, Urgence Népal, réalisée avec Thierry Breton. Il faut d'autres chariots, hein. Ouais. T'en ramènes 3 ou 4. Je n'avais pas le choix. Trop de souvenirs et de visages me relient au Népal. L'Everest est une partie de mon histoire, une tranche de ma vie. Nous sommes à l'aéroport de Roissy, 3 semaines après le séisme. Dans les sacs, là, on a ramené essentiellement, donc il y a des tentes, essentiellement des vêtements et puis un peu de médicaments. Mais on a 2,5 tonnes qui sont partis, qui vont arriver demain, aussi à Katmandou. Je me suis retrouvée avec une super chaîne de solidarité, donc c'est chouette. Par contre, tu les saucissonnes comme ça. C'est aussi l'énergie des enfants malades de mon association qui m'emmène là-bas. Tous me demandaient des nouvelles de Bikram. Ils étaient très inquiets. J'avais reçu ces photos. Il était bien en vie, mais quelle tristesse. Désespoir et peur se lisent sur son visage. Bikram, c'est un peu mon fils spirituel. Guide au Népal, il a passé 4 ans en France, dont 2 avec moi à l'association. Il venait tout juste de rentrer au pays pour retrouver ses montagnes et tout s'effondre à nouveau. Quel destin, quel karma, disent les Népalais. Mon histoire avec le Népal a commencé en 1981. Ces montagnes de l'Himalaya, je les aime. Je repense avec nostalgie à mes trekkings, à ces longues marches d'approche et à ces sommets que j'ai gravis jusqu'au plus haut d'entre eux, l'Everest. Comment ne pas penser maintenant à ce peuple si généreux, ce peuple qui m'a tant donné. Leur vie était déjà si rude. Comment vont-ils survivre? Qu'est-ce que je vais découvrir? Alors, où est-ce qu'il est notre ami Bikram? Bikram! Ça va, t'es content? Oui. Bonjour. Bonjour. Donc Christina, Sandrine. Namasté. Il y a des Ouais, amis. on va aller là-bas. J'aimerais ne pas être là parce qu'ils ont été dans la douleur, la catastrophe, mais tout cet élan de solidarité qui s'est monté avec quelqu'un d'aussi merveilleux que Bikram, ben voilà, c'est énorme, quoi, voilà. Il a deux becs. C'est bon pour tout le monde rentre? Ah oui, ça ici, tout le monde se casse. Bon, bah, allez. On n'imagine pas, on ne peut pas comprendre les conséquences d'un tel séisme sans les avoir vues. C'est un choc. En marchant dans les rues de Katmandou, je découvre les dégâts, l'ampleur de la catastrophe. Beaucoup de poussière, de débris, de corps sans vie et ensevelis. La peur de nouvelles secousses est permanente. Marcher ici est un véritable danger. Ça tombe, ça peut pas Ça tomber. peut pas tomber aussi. Attention. C'est violent, hein, comme décor et comme la petite maison, là, il n'y a plus rien. Je revenais tout juste au Népal, en plus. Ah oui, je revenais juste en refaire, France. ta vie Ma ici, vie, au Népal. oui. Ça tombe pas bien. Le pays, il était en train d'augmenter dans leur niveau économiquement. Maintenant, c'est tellement... Katmandou s'est vidé en quelques jours des touristes, entreprises et investisseurs étrangers.
Des magasins, des hôtels sont détruits ou fermés. Les jeunes partent en Arabie Saoudite, en Malaisie ou au Qatar chercher du travail. Le centre du vieux Katmandou, c'est le cœur spirituel de la ville. Les temples sont dédiés aux divinités hindoues, Shiva, Vishnu, Ganesh. La plupart des monuments historiques sont très endommagés, voire détruits. C'est la première fois que tu reviens, tu voulais pas Je ne venir. voulais même pas voir parce que c'est tellement beau, ça va tellement triste. C'est la première fois que je viens ici avec vous parce que toute seule, j'ai même pas envie de... Et en voyant ça, ça fait mal au corps. C'est le style pagode. Il fait un toit, et puis après deuxième toit, troisième toit. Et tout ce que vous voyez tout à l'heure, c'était tout détruit. C'était tellement beau, il y avait de l'histoire. Il y avait l'histoire du XVIIe siècle. Et c'est tout passé. Durbar Square, la place symbole n'est plus. À chaque fois que je reviens à Katmandou, comme un pèlerinage, je vais voir le monument dédié à Pasang Lamou, la première femme Sherpa au sommet de l'Everest. Lui au moins a été épargné. Je suis super heureuse qu'elle soit encore debout. Pasang, elle était avec nous à l'Everest et malheureusement, elle est morte l'année d'après. C'était une très jolie femme. Chaque fois que je viens lui faire un petit coucou. Voilà. C'est ce que la vie passe par l'Everest, pas toujours. Voir Pasang me ramène toujours à mon expédition sur l'Everest. Et je revis ces moments si intenses partagés avec elle. Ces images en témoignent. Une fois le camp de base installé, les drapeaux à prière sont hissés. Ils sont suspendus au passage des cols au sommet des montagnes. Le vent souffle les prières vers les dieux afin de nous protéger. Puis il faut s'acclimater au manque d'oxygène. Je monte par paliers, pas à pas, lentement, comme une méditation. C'est bon, ça respire. C'est bon, il m'en faut un peu plus pour m'arrêter. Un petit tien, ok? C'est elle, Pasang, il y a 25 ans. Le rôle des Sherpas est essentiel. Ce sont eux qui montent les tentes, le matériel, préparent les voies et équipent l'Icefall, cet énorme labyrinthe de glace. Tout le temps à nos petits soins si dévoués. Grâce à eux, tout est tellement plus facile. Combien d'alpinistes ne seraient jamais montés au sommet sans leur aide ou celle des porteurs? Moi, la première. Tout ça au risque de leur vie. Que font-ils aujourd'hui tous ces Sherpas? Alors qu'à Katmandou, 3 semaines après le séisme, la vie reprend le dessus. Embouteillages, klaxons, mobylettes et autres vendeurs ambulants en sont les témoins. Pour beaucoup de Népalais, leur seul revenu, ce sont les trekking et les expéditions, qu'ils soient guides, porteurs ou responsables de lodge. Comment vont-ils se relever sans l'aide internationale? Entre Chamonix et le Népal, les liens sont extrêmement forts, naturels. Ce sont les liens de la montagne. Je vais retrouver des guides sans travail depuis le séisme. Le contact avec eux est simple, ils parlent couramment le français. Ils ont appris au contact des alpinistes francophones qu'ils accompagnent en trek et en expédition depuis des années. Namasté. Namasté, bonjour. Il n'y a pas de travail maintenant? Ouais. Comment vous gagnez votre vie là? Bah, c'est comme ça. Hein? Maintenant, c'est pas grand-chose. Et puis on retourne au village pour Et commencer. votre village, ça va? La famille, tout le monde? La famille, ça va, oui. Mais la maison, village? le Plus de village, maison? plus de maison. Tout est détruit. Détruit, quoi. Ouais. Comment tu vas reconstruire? Bah, pour l'instant, juste avec vaches, avec une tente, comme ça. Il y a eu beaucoup de morts dans votre village? 25 morts. 25? Ouais. Comment on garde l'espoir? Pour l'instant, on sait pas. Juste comme ça, quoi. On sait jamais, on le sent jusqu'à aujourd'hui, quoi. Au moment de terre. Je ne laisse jamais tranquille. Ouais, on est triste, quoi. Ouais. Mais nous aussi, on est tristes pour vous. Bien sûr. Puis on vient justement pour voir Comment ça se passe pour le... comment ça se passe, essayer de vous aider, puis de dire qu'il faut venir.
aussi, Merci, pour ouais. vous donner du travail. C'est juste quelques régions, c'est comme ça, sinon l'autre endroit, Ça continue de ça vivre, continue de vivre. qu'avec et- le beau sourire et, des Népalais. J'espère. Toujours. Après la mousson, Ouais. ça va la stabilité. Quoi. On ne peut pas rester toujours comme ça. Quoi. Il faut donner la formation pour le client. C'est ça. Ouais. La neige aussi. Je suis émue et même triste de les voir raconter leur catastrophe avec un tel sourire. Surtout, Derrière ces sourires, il y a une sorte d'acceptation de leur karma, de leur destin. Difficile à comprendre pour nous occidentaux. Je pense alors au sourire des enfants malades de mon association à Chamonix. Eux non plus ne se plaignent jamais. Ces hommes font tous partie de l'équipe de Norbu Sherpa. Ils dirigent cette grande agence qui travaille principalement avec des Français. On ne s'est jamais vu, mais c'est comme si on se connaissait. Hello, namasté. Namasté, Norbu. Je suis venue lui apporter une belle somme. Ça va? Ça va, Christine? Ouais. Contente de venir te voir. Ah, bah, c'est sympa de le déplacer jusqu'à ici. C'était normal, hein. C'était important. Puis j'ai une mission de toute la vallée de Chamonix. Bah, Voilà. Ils ont fait beaucoup et nous a aidé beaucoup déjà dès que le 25 avril. Ils continuent à aider encore. Regardez, c'est... Voilà. Je suis une pourvoyeuse de fonds. Un paquet. Je sais pas combien. Toute la générosité de la vallée de Chamonix, c'est chouette. Derrière chacun de ces billets, il y a l'engagement des hommes et des femmes de la vallée de Chamonix. 1000. Donc j'ai 23 500. Pourquoi il manque un 500? Non. Ah, youhou! Putain, j'étais un peu inquiète. J'ai dit, il faut regarder. Il restait là, le dernier. Donc 24 000. 24 000, voilà. Oh là 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 là. J'ai découvert récemment, c'est pour les gens handicapés. Ah oui. Et c'est des handicapés sévères. Et ces gens-là, ils ne sont pas très loin d'ici, 15 km peut-être d'ici. Il y en a une trentaine. Ils avaient une maison à location et la maison est déconstruite maintenant. Et donc, ils se trouvent tous sur la bâche. Donc, on est en train de chercher un terrain et ensuite construire quelque chose de correct. Je décide d'accompagner Norbu. Pour moi, l'inquiétude, c'est le mousson qui va venir bientôt. Donc, on va voir si on a On va voir s'ils ont besoin d'une grande tente, Bikram. Je veux aller voir ces jeunes handicapés qui vivent sous des bâches. Ce n'était pas dans notre programme, mais c'est ce que j'aime, l'imprévu, les rencontres. Et je sais que lors de ces catastrophes, ce sont toujours les plus fragiles qui souffrent, qui sont oubliés. Namasté. Ils ont encore plus besoin de notre aide. Namasté. Bonjour. Ces enfants vivaient dans cette maison devenue trop dangereuse à la suite du séisme. De peur qu'elle ne s'écroule, ils sont contraints de vivre dans cet abri de fortune depuis des semaines. Une injustice de plus. Allez sonder. Voilà, donc c'est un peu le projet, c'est de construire une maison digne de ce nom pour ces enfants qui sont des handicapés, qui sont seuls et qui ont quelques personnes comme ça qui les aident, mais qui étaient abandonnés. Ça sera pas du luxe, hein. Norbu, merci d'avoir montré ce projet. Oui, bien sûr. Oui. Il y a besoin. Hein. Et tu démarres quand la construction? Je vais Demain? aller aujourd'hui ou demain. Ouais. Nous, on t'aide, hein. On y va à fond. Il faut qu'ils aient la maison avant la mousson. Voilà, oui. Bye bye. Bye. Je suis contente d'être venue. Namasté. Ces enfants pourraient être tristes, révoltés, en colère. Ils ne le sont pas. Une fois encore, quelle leçon de vie.
Pendant ces longues heures de route, j'ai pu réaliser combien il est délicat d'aider. Devant le gigantisme des besoins, qui aider, comment aider, pourquoi. Je n'avais pas trop d'idées ni de plans en arrivant sur place. Je savais que les rencontres viendraient à moi, mais j'étais loin d'imaginer que tout deviendrait si difficile. L'apparition soudaine de taxes douanières et autres formalités administratives a vraiment compliqué la distribution de matériel sur place. C'est bien démotivant. On devait en amener plus, il y a un problème de cargo. C'est pas si simple, en fait, c'est très compliqué. On avait 2,5 tonnes qui devaient arriver mercredi dernier. On a eu un problème déjà pour l'acheminement, après un problème de douane. Donc là, c'est un premier contact. Dans ce village, il y a plus de 50 maisons détruites et trop peu de tentes à distribuer. D'où l'importance de la présence de Bikram et de Norbou pour orienter au plus juste notre aide en s'appuyant sur les chefs de village. Je suis triste de voir ce pays, ces gens dans la misère, et de savoir que pour beaucoup d'entre eux, ça va être longtemps la galère. À quoi pense-t-on quand sa maison s'effondre? Que se passe-t-il quand on réouvre les yeux pour ne voir que des gravats? Pourquoi ce pays déjà si pauvre, si généreux, doit-il encore tant souffrir? Enfin, toutes ces questions certes un peu galvaudées, que je me pose comme tout le monde. C'est aussi pour ça que je suis venue, pour qu'on ne les oublie pas, pour que quelques mois plus tard, l'élan de solidarité continue. Il y a une autre personne qui me tenait à cœur de retrouver. En décembre dernier, j'ai eu la joie de faire un trekking dans la belle vallée du Langtang, à 1 heure de route au nord-ouest de Katmandou. Cet itinéraire très fréquenté par les randonneurs a aujourd'hui totalement disparu, enseveli. Sumjo et son mari Chimé m'avaient ouvert les portes de leur maison. J'étais si contente de lui apporter les photos de notre aventure et de sa maison. Quelle peine de la retrouver ici sous une tente, dans le jardin du monastère qui a ouvert ses portes aux rescapés du Langtang. Hello, Chimcho. How are you? I am little good. Little good? Yeah. You remember me? Yeah, I remember. Elle a le bassin fracturé et se retrouve maintenant seule avec ses 3 petites filles. Hello. We are going to... Yeah, okay, thank you. I am very problem. Yes, yes, yes. You okay? Yeah. You cannot walk? No walk? Yeah. Little walk? Yeah, 1, 2, 3. Take time, okay? And be sure we don't forget you, okay? Son mari Chimé est mort dans le tremblement de terre. En disparaissant, il laisse sa famille bien démunie. This one in the house is down also. Yeah, every house also Down where? down. Every also broken. So be quiet. Take care of you, of the children. Only, okay? Sumjo était sur mon chemin. Je vais pouvoir prendre soin d'elle. Elle avait pris soin de moi. Aujourd'hui, c'est à moi de lui trouver un logement et de scolariser ses petites filles. Je crois au destin, aux rencontres. Il faut oser sa vie, ouvrir les portes, et alors tout devient possible. C'est peut-être ça le message de l'Everest. Jamais je n'aurais imaginé être un jour sur le toit du monde. Sagarmatha, comme l'appellent les Népalais, la déesse des vents. C'était le 5 octobre 1990. Là, on va tenter le col sud. Donc, on va aller doucement, mais je pense qu'on va être attiré un peu là. On va avoir un aimant qui va nous aider. Pourquoi et comment me suis-je retrouvée aussi haut? Une étincelle m'a guidée. Il fallait que j'y aille. Comme aujourd'hui pour le Népal. Allez, dernier effort. Je suis sur le toit du monde avec Pascal Tournaire, le photographe de l'expédition. On continue toujours à me parler de l'Everest 20 ans plus tard. Et même s'il me semble bien loin, il n'a jamais été aussi présent, voire omniprésent. Tous les actes qui jalonnent ma vie me relient à lui, consciemment ou inconsciemment.
Il guide encore mon chemin de vie. Je suis allée parce que lui il était devant, ça m'énervait qu'il soit devant. Il y avait d'autres femmes devant et que bon, il fallait quand même pas que je les laisse passer. Et puis, mais je pensais vraiment pas quoi, en 2 jours le faire. C'est ce foutu caractère qui m'aura permis de faire tout ça. Heureusement, avec le temps, je me suis un peu calmée. Du haut de ces 8848 mètres, l'Everest m'aura tout permis, tout offert. En redescendant de l'Everest, que faire? Comment vivre avec ce mythe tellement fort? J'avais envie d'aller plus loin. L'Everest m'a montré un autre chemin, plus utile, moins solitaire, plus solidaire. Je suis allée raconter mes voyages aux enfants malades à l'hôpital. C'est avec le professeur Baruchel que nous avons créé l'association À chacun son Everest. Chaque année, il valide les dossiers des enfants qui sont à même de faire les stages. C'est un stage ado, quel genre? Parce que je pense que vu le syndrome cérébelleux, elle va avoir un petit peu de mal à suivre hein, quand même. Bonjour, vous êtes Awa. Je me rappelle du prénom. Ça c'est vrai, je me rappelle. Awa. Et toi, ça va? Pas trop fatigué? Un peu, mais ça va. Bon, tu sais quoi, tu vas laisser les sacs, on va s'en occuper. Venez avec moi. À Chamonix, l'association accueille depuis plus de 20 ans des enfants atteints de cancer. Allez, rentrez, rentrez. La maison, c'est un refuge, c'est leur camp de base. Ici, ils vont s'apaiser, abandonner leur peur et laisser les larmes couler. Alors, tout le monde est installé, vous êtes bien salés. Il y a encore une place là-bas. Tiens, va le mettre là-bas, ouais, super. Voilà, vous n'êtes pas ici dans quelque chose d'anodin, vous êtes à un endroit, on va parler d'Everest. Et pourquoi vous êtes ici? Parce pour gravir notre Everest. Ouais. Et ça veut dire quoi pour toi? Je vais prouver que je suis capable de pouvoir monter la montagne. Ouais, tu veux dire? C'est nous qui fixons l'Everest, du coup c'est réussir notre objectif. Et quel est votre point commun tous ensemble? Moi je sais que vous avez tous fait quelque chose qui a une valeur d'Everest. Peut-être que la maladie va vous emmener sur un autre chemin. Moi, c'est toujours ce que j'ai toujours dit. Ouais, qu'est-ce que tu as toujours dit? Mon corps, c'est comme un hôtel. T'as pas payé, t'es pas invité, tu dégages. C'est bien dit ça. Mais ce que moi je voudrais, c'est vous aider à redescendre de votre sommet, fier de ce que vous avez vécu, libre, et puis un peu plus léger. Ça s'appelle la cellule psychologique, regarde. Un petit mouchoir. Allez, lâche, ça fait du bien. Ok. Allez, on pousse. Quand j'ai commencé l'association, je ne savais pas encore à quel point ces séjours à la montagne, cette métaphore montagne-maladie pourrait être si thérapeutique. Ce stage n'est pas une simple semaine à la montagne, cela va bien au-delà. Chaque jour, une activité nouvelle, encadrée par des guides, des médecins qui les accompagnent vers leur sommet. Ici, les enfants se préparent pour atteindre leur Everest. Si on a des pensées qui nous passent dans la tête, on les regarde et on les laisse passer. L'Everest m'aura aussi ouvert la voie de la spiritualité, de la méditation que j'aime faire découvrir aujourd'hui aux enfants. Ils retrouvent leur corps, leur respiration, leur sourire. C'est le jour J, le jour du sommet. Prenez bien votre rythme, hein, chacun. Voilà, cool. Ils vont se découvrir des capacités physiques insoupçonnées et réaliser qu'ils peuvent réussir l'impossible.
Voilà, bien tranquille. Ils ouvrent les yeux sur leur force intérieure, leur courage et leur détermination. Tu te souviens, à l'Everest, je faisais 5 pas, je m'arrêtais. 5 pas, je m'arrêtais. D'accord? Donc tu prends ton rythme, dès que tu es essoufflé, on s'assoit. Il fait beau, regarde, tout va bien, on a tout notre temps. Il faut juste que tu en aies envie et qu'on aille là où tu peux aller. Tiens-moi la main. Chaque enfant atteindra son Everest. Voilà, puis bien sur le bateau. Impeccable. Un bon virage là, tac. Et au-dessus, là, on est presque arrivé. Ça, j'arrive plus à le suivre. Je suis arrivée. Ouais, bravo. Sur les cailloux là. Allez. La main, la main. Yeah, Louis. Ouais. Bravo tout le monde. Voilà, vous restez bien à côté, vous leur donnez la main. Tu t'en sers plus là? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce que ça leur apporte cette semaine? Des souvenirs extra et des amis inséparables du coup. De la confiance en moi, de la détermination, un petit peu de force aussi. Moi, je sais que j'avais l'impression qu'en fait, tout le monde continue à vivre. Et moi, on m'avait volé mon adolescence, en fait. Que moi, je devais me focaliser que sur l'hôpital et il n'y avait plus que ça qui comptait. Et là, je recommence. J'ai l'impression de revivre, en fait, de refaire plein de choses. Et je me rends compte qu'au final, être différente, c'est pas si mal que ça. Les yeux, ça pétille. On a retrouvé plein de vie dans plein de yeux. Et ça, c'est très, très chouette. Et je voulais vraiment vous dire à quel point on est fiers de vous. Si j'ai continué l'association, c'est parce que c'est vous qui nous donnez ce courage de continuer. À leur contact, moi aussi j'ai appris. Grâce à eux, j'ai grandi. Depuis déjà plus de 20 ans, près de 4000 enfants malades et maintenant près de 500 femmes en rémission d'un cancer du sein ont bénéficié de ces séjours. L'Everest a été sur mon chemin. Il impose maintenant une nécessité, celle de continuer. D'autres enfants et d'autres femmes, ici en France et là-bas au Népal, ont besoin de cette main tendue. Bonsoir Christine Janin. Namasté. Vous êtes retournée au Népal depuis le tournage de ce reportage. Est-ce que vous avez des nouvelles des personnes que l'on vient de voir et d'entendre? Est-ce que c'est toujours une situation d'urgence sur place? Alors c'est une situation d'urgence. Il y a vraiment encore des villages entiers qui sont complètement détruits. Par contre, j'y suis retournée au mois de janvier, j'ai retrouvé Sumjo, j'ai retrouvé tous nos petits handicapés. Il y a des choses qui se font, ça se reconstruit, mais il y a énormément de besoins. Et c'est vrai que toute cette reconstruction va passer essentiellement à travers des petites associations comme la nôtre, comme celle de Népal, le Mont Blanc Solidarité, et toutes les autres, celles de Norbou, parce que l'État bloque tout. Les ONG n'arrivent pas à travailler, donc il faut vraiment continuer à aider et à reconstruire. Il y a des milliers de maisons encore à reconstruire et ils vivent dans des conditions encore terribles. Christine, on sait que le tourisme est important pour ce pays. Alors, est-ce que les alpinistes, est-ce que les voyageurs sont de retour au Népal? Alors malheureusement pas assez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui n'ont pas osé. Je suis allée au mois de janvier dans le sanctuaire des Annapurna, j'ai rencontré un Français. Après le reste, c'était des Coréens. Donc retourner au Népal, c'est vraiment, je crois que c'est ce qui les fait vivre, c'est le tourisme. Et sinon, ils n'ont aucune ressource. Et en même temps, il y a des endroits qui sont magnifiques et qui ne bougent pas, quoi. Donc, il faut vraiment les aider, retourner là-bas. Et c'est un pays magnifique. Est-ce que vous allez y retourner? Oui, j'y retourne au mois de juin. Je continue donc à aider Bikram, à aider toutes ces familles, à amener des sous, parce qu'en fait, il faut amener des sous. On va parrainer des enfants, on va reconstruire. Une maison, c'est 2 000 €. Il faut parrainer des enfants, reconstruire des écoles. Il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, donc j'y vais maintenant régulièrement. Et j'ai pas le choix, je crois que c'est important. Merci Christine pour cette carte blanche et merci d'être venue en parler sur notre plateau. Merci à vous. C'est avec vous donc que nous refermons cette émission. Merci d'être resté à notre compagnie et merci pour votre fidélité. Pour rester en contact avec nous, vous connaissez notre adresse internet france-tv-info.fr. Faites-nous partager vos remarques, vos commentaires sur les reportages de ce soir que vous pouvez également voir ou revoir. À très vite donc. Voici maintenant nos prochains rendez-vous. Eh bien, retrouvez-nous samedi à 15h30 pour découvrir ou revoir 3 reportages. Nous partirons notamment sur la trace de ces retraités français qui s'inventent un avenir au Portugal. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec les équipes de complément d'enquête avec Nicolas Poincaré. Au sommaire, ce soir, le portrait d'une fratrie de terroristes, les frères
Abdeslam, dont le nom a surgi